Dès ma petite enfance, j'ai vu la vie par les yeux des femmes. Ceux de ma mère, de ma grand-mère maternelle, ou ceux de ma tante, la sœur de ma mère. Et c'est comme ça que j'ai vu les hommes. Les femmes ont régné sur mon berceau, mon enfance et mon adolescence en monarque absolu. Quand j'ai fait ma révolution d'octobre, je ne les ai pas exilées de ma vie, je leur ai coupé la tête. Et depuis, je n'ai vécu que pour mes remords. Les 2 ou 3 hommes qui ont une place dans mes souvenirs, à l'exception de mon père, qui constitue un cas à part, ont tous été des figurants dans la tragicomédie que joue presque toute famille grecque, des victimes comiques, tragiques, de l'amour cannibale des femmes ou de leur haine corrosive. C'est là peut-être l'origine du conflit qui allait m'amener à rompre avec le christianisme et la religion en général. La première chose que j'ai appris à l'école était que Ève était sortie de la côte d'Adam. Mais jusqu'à présent, mon expérience m'assurait du contraire. Le mythe de la création, dès lors pensais-je, quelle foutaise. Les femmes ne sortent pas de la côte des hommes. Ce sont les hommes qui sortent d'un endroit du corps des femmes, mais je ne savais pas encore lequel. Toute la journée chez moi, je voyais et j'entendais dire que les hommes devaient tout aux femmes jusqu'à leur propre vie. Et ils étaient souvent priés d'acquitter leur dette. Et non seulement les hommes étaient sortis des femmes, mais tout leur pouvoir, c'est-à-dire le droit de me frapper, leur venait d'elles. Comme si j'étais né, non à Salonique, mais sur les îles de Trobriand, je n'ai jamais subi le pouvoir paternel. Qu'il soit bienveillant, faisant naître en moi les sentiments de tendresse d'un fils pour son père, ou tyrannique, me donnant un rival à détester. Peut-être ai-je perdu mon père trop tôt. En tout cas, même quand j'étais sous la coupe de mes oncles, je n'ai jamais subi le pouvoir paternel. Le seul pouvoir que j'ai subi était maternel. La Grèce n'a jamais été pour moi une patrie, mais une matrie. Une Grèce d'avant les dieux de l'Olympe. Un matriarcat barbare, primitif, plein d'ignorance noire, de magie noire, de mystérieux culte au serpent et de sacrifices humains où on ne tuait que des hommes. Au centre de ce monde, source et aboutissement de toutes choses, bonnes ou mauvaises, Cassiani devait me le confirmer plus tard, il y avait le sexe de la femme. Évidemment, la société dans laquelle je suis né était patriarcale.
Mais ça n'était qu'une façade. Si les hommes avaient partout la préséance, ils étaient à l'image des souverains constitutionnels de simples fantoches. S'ils s'asseyaient à table les premiers, c'était pour permettre aux femmes de mener à bien leurs intrigues. Surtout, maintenant qu'on se met à table, fais attention, ne va pas raconter à ton père qui est venu aujourd'hui. Les hommes avaient droit à la plus grosse part de viande, et la meilleure. Mais c'était au même titre que les porcs qu'on destine à l'abattage. On leur autorisait des choses qu'on interdisait aux femmes, que les femmes s'interdisaient à elles-mêmes, délibérément, à seule fin d'éveiller en eux un sentiment de culpabilité qui en ferait un instrument docile aux mains des femmes et de leur donner une supériorité, une sécurité illusoire qui amènerait plus facilement leur chute. J'avoue que ma famille n'était pas tout à fait typique, mais s'il y avait des différences entre ma famille et les autres familles grecques, ça n'était qu'une question de degré. En tout cas, dans la mienne, les femmes restaient à la maison comme une araignée derrière sa toile, attendant la venue des mâles sans cervelle afin de les dévorer. Et leur plaisir n'était pas dû à la dévoration, mais à cette occasion qu'elles trouvaient de se mettre en noir et pleurer. Mais c'eût été trop beau si les choses avaient pu rester aussi simples, aussi franches que dans les cas des araignées. S'agissant d'êtres humains, ce cannibalisme devait évidemment manifestement se sublimer. Et la victime être maintenue en vie à tout prix jusqu'à l'androphagie rituelle. Le résultat était que ces relations prenaient un caractère sadomasochiste aigu, créant un cercle vicieux que seule la mort naturelle, définitive, pouvait briser. Et comme les hommes étaient les vraies victimes, c'étaient les femmes, tout en étant les bourreaux, par ailleurs, bien sûr, les hommes. C'étaient les femmes qui se souciaient de prolonger la vie des hommes le plus longtemps possible et qui tremblaient, redoutant qu'il n'arrive malheur au vivant et précieux support de leur plaisir. Les femmes laissaient les hommes jouer le rôle du maître, mais toujours avec un sourire caché, ironique. Les instruments du pouvoir étaient entre leurs mains, et il était d'autant plus fort, ce pouvoir, qu'il se déguisait en soumission vis-à-vis des hommes, qui pour elles n'étaient et ne restaient jamais que des enfants turbulents. Dans le cas d'un homme qui était enfant aussi par l'âge, moi par exemple, ce pouvoir était plus tyrannique parce que, non seulement parce que les femmes sont au fond capables d'une plus grande férocité que les hommes, les femmes ne font jamais de cadeaux et elles ne jouent jamais. Mais aussi parce que, dans une société dite patriarcale, les femmes acquièrent inévitablement le statut d'esclave. Et il n'est pas de tyran plus implacable que l'esclave auquel on donne droit de vie et de mort sur d'autres esclaves. Pourtant, si au début j'ai vu en femme la vie et les hommes, je n'ai jamais cessé d'être un homme.
bien sûr. Femme, je me réjouissais des défaites masculines. Homme, j'éprouvais pour eux un mépris qui devait plus tard se changer en pitié pour revenir plus tard encore au mépris et qui m'a souvent fait souhaiter les arracher aux griffes de leurs bourreaux. Cette situation a provoqué en moi une dichotomie aux effets funestes, inévitables. Très tôt, deux forces ont lutté en moi. Tendant à s'équilibrer ou se neutraliser, se déterminant ainsi l'une l'autre. Plus l'élément féminin greffé sur moi se développait, plus le côté masculin, en effet, devait se développer aussi. Et comme ce côté masculin, de par ma nature, était très fort en moi, ma féminisation n'en était que plus profonde. Aucun rivaux ne l'a emporté, cette guerre en moi fut comme celle du Péloponnèse. Le seul perdant, le seul gagnant, peut-être, ce fut moi. Mais jusqu'à quel point pouvais-je devenir plus viril ou plus féminin? Le développement de ma virilité ne pouvait dépasser certaines limites. Ainsi, au lieu de s'exprimer par une hypertrophie du système pileux ou du sexe par exemple, il s'est converti en lucidité, en courage, tragicomique vu la faiblesse de mon corps, en amour de l'aventure, en créativité. Quant au côté féminin, ne pouvant s'épanouir, c'est-à-dire me faire changer de sexe, il s'est aigri, devenant intuition exacerbée, curiosité maladive, attirance pour l'autre sexe, le sexe masculin en l'occurrence. C'est ainsi que s'est développé en moi, en même temps que le féminin, le côté masculin, qui refusait de s'avouer vaincu, au point que par la suite, quand il a fallu mettre au jour ce monde intérieur, le traduire en action, je n'étais jamais plus femme qu'au moment où je faisais l'homme, et jamais plus homme qu'en faisant la femme. Et comme ces deux côtés, chez moi, comme je l'ai dit, prenaient une forme exacerbée, j'inventais des méthodes, j'inventais des techniques qui me permettaient, en faisant la femme, de paraître entièrement femme. Et lorsque je faisais l'homme, entièrement homme. Je n'ai jamais aimé les situations hermaphrodites, l'esthétisme et le mauvais théâtre. Cette place ambiguë que les femmes ont prise très tôt dans ma vie, à la fois persécutrice et refuge, bourreau et ange consolateur, m'a fait tout bébé encore, et j'étais semble-t-il un bébé extrêmement clairvoyant, me tourner vers les hommes pour la satisfaction de ma curiosité sexuelle, et plus tard celle de mes instincts. Vers les hommes, mais pas tous, bien sûr. Non vers mes oncles, frères de ma mère, qui participaient de la substance maternelle, devenant ainsi suspect à mes yeux, et qui d'ailleurs n'habitait pas encore avec nous à l'époque, mais vers le seul homme qui fut disponible et accessible alors, et qui m'avait paru invulnérable aux flèches des femmes, aussi bien qu'étranger aux diverses punitions dont j'étais l'objet.
mon père. Ainsi, la première image amoureuse à s'imprimer dans ma mémoire fut liée à mon père. Je me vengeais ainsi des injustices que je voyais tout et encore perpétrées par les femmes aux dépens de mon sexe. Et en même temps, c'était ma punition suprême. C'était un acte d'une générosité incroyable, qui hélas ne fut appréciée ni des hommes ni des femmes, lesquels n'ont jamais compris dans leur bienheureuse ignorance ce qui me faisait porter ainsi sur mes faibles épaules le poids d'une guerre si meurtrière qui, de toute façon, dans cette vie ennuyeuse, était la seule distraction des uns et des autres. Par excès d'amour, j'ai fait de moi un homme torpille. Traversant l'eau à grande vitesse, un peu en dessous de la surface, j'ai torpillé le cuirassé de l'ennemi et j'ai volé en éclats. Quant au cuirassé, bientôt réparé, il fend de nouveau les flots, l'air fier et menaçant. Mais parlons de cette première image amoureuse. C'était l'hiver, le matin. Dehors, il neigeait sans doute. Ma mère se leva du lit. Et avant de faire chauffer le lait et le café, elle vint à mon berceau, j'avais 2 ans, me souleva dans ses bras et alla me jeter contre mon père qui se prélassait encore sous l'édredon bien chaud. Prends là ta petite merveille de fils et fais-en ton portrait tout craché. Mon père ne répondit pas, il ne la prenait jamais au sérieux. Il me prit, m'assit à cheval sur sa poitrine, me retenant de ses 2 mains énormes, me fit danser un peu. Puis se redressa sur les oreillers, m'allongea sur le dos et se mit à jouer à la petite bête qui monte, qui monte, qui monte. Quand ses doigts, les pattes de la petite bête, arrivaient à mon cou et me chatouillaient, je me tordais de rire. Et même très souvent, oui, cette scène a dû se répéter souvent. J'ai tout fait de rire avant que les petites pattes n'arrivent à mon cou, rien qu'à entendre les mots « petite bête » comme un chien de Pavlov. Mais ce jour-là, peut-être à cause de la neige et du froid terrible, ma mère n'avait pas encore allumé le poêle. Mon père, après 2 ou 3 chatouilles, me fourra sous l'épaulon bien chaud, et moi, me mettant sur le ventre, comme les chatons qui refusent de s'allonger sur le dos comme les humains, tournant sur moi-même, et poussé par une attirance mystérieuse, invincible, je m'enfonçais sous l'édredon, la tête la première, et me dirigeais à 4 pattes, à l'aveuglette, droit sur la source de chaleur, ses cuisses. Et avant qu'il ne me tire de là, riant de mes chatouilles et de sa propre gêne, pour donner un semblant de fessée à mon derrière tout nu, j'eus le temps de jouer un peu avec ses boules, comme j'aurais joué avec mon hochet. Malgré la réprimande, j'étais prêt à reprendre ce doux jeu, mais au même instant, ma mère arriva de la cuisine avec un seau d'anthracite et un peu de bois. Posa le tout près du poêle,
s'approcha du lit, m'enleva des mains à mon père et lui dit « Cesse de radoter avec ton fils, je te prie, lève-toi, allume le poêle. Ne crois pas que je vais tout faire. » Et puis elle me jeta dans mon berceau. Alors mon père se leva, en rajustant son caleçon, vint se pencher sur moi, me chatouilla encore un peu, comme pour me dire qu'il n'était pour rien dans cette interruption de nos jeux amoureux, que notre séparation était provisoire, qu'il me reprendrait avec lui dès que s'attendrirait le cœur de la mégère, et après je ne me rappelle plus rien. L'image est effacée. Hélas, un peu plus tard, nous fûmes séparés à jamais. Quand ils divorcèrent et que la garde des enfants fut donnée à ma mère, je perdis pour toujours mon premier amant. Et de le perdre, avant que n'intervienne la satiété, idéalisa mon père à mes yeux, si bien que la brève reprise de nos relations, pour une semaine seulement, peu avant sa mort, avec sa conséquence. La déception qu'amène chez les natures romantiques le contact avec la réalité brute fut impuissante à modifier mes penchants. C'était trop tard. Donc j'ai revu en mon père un amant, Dieu m'en garde. Mais entre-temps, toutes ces années, je l'avais cherché et trouvé en d'autres hommes. Et mon seul sentiment, en le revoyant, vieux et malade, ça n'était pas de la tendresse filiale, mais de la pitié, du désespoir, à la pensée qu'un jour tous les autres, et moi aussi bien sûr, nous serions vieux comme lui, sans personne pour nous désirer. C'est ça les boucliers, c'est les artistes qui pensent. Je vais essayer de dire quelque chose. J'aimerais bien arriver, mais je ne sais pas du tout ce que je vais dire. Notamment, j'ai entendu Catherine dire comment peut-on être en distance tout en ne devenant pas autiste? Ça, c'est une grosse question. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut être en distance? Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire forcément, à mon avis, c'est le contraire de ne pas participer. C'est participer avec cette autre histoire, porteur de cette autre histoire qui n'est pas reconnue. Qui n'est pas reconnue, donc qui n'est pas participante. Donc on reste à distance comme une bombe avec cette histoire à l'intérieur qui ne sera jamais lue, ni par les livres d'histoire, ni par les enfants, ni je sais pas quoi, ni par les institutions. On est monumentalement spectateurs. Bon, il s'agit toujours d'un endroit où, qu'on ramène sur le plateau, qui est toujours avant la première image. C'est-à-dire on va retrouver cet endroit avant la représentation de quoi que ce soit, avant que ce soit nommé. Et cet endroit, je peux vous dire que, mais il est au-delà de tous les titres. Mais comme dit Catherine, pour avoir la multiplicité, il faut un statut.
va avoir cet endroit si tu n'as pas le statut d'acteur. Moi, quand on me donne un boulot, c'est pas pour faire l'acteur que je suis content, je sais que je le ferai pas. On me demande de pas le faire. C'est simplement que j'ai l'étiquette pour enfin, dans la rue, dans les cocktails, dans les je sais pas quoi, parler aux gens et dans les yeux, essayer de voir la multiplicité et essayer de voir là, comme il dit, quand j'étais femme, c'était là que j'étais le plus homme, et quand je suis homme, c'est là que je suis le plus femme. Donc je me suis démerdé pour paraître entièrement femme quand je faisais la femme, entièrement homme quand je faisais l'homme. Alors donc, quoi, quand on parle, mais ce putain de silence qu'il y a à l'intérieur là, si j'ai osé prendre la parole, c'est parce que depuis ce matin, j'ai chopé un silence en moi qu'il n'y a aucun des mots que je dirais qui l'enlèvera. Ni aucun, vous croyez que je suis venu là, mais bien sûr je ne suis pas venu. Comme dit Catherine, elle a dit déconstruire. Voilà, on vient là, et moi je suis pas là. Quand je serai rentré ce soir, je me dirai putain, il y avait des gens, il y avait moi, et pourtant j'y étais pas. Où est-ce qu'on est? Pourquoi on a tous des postes, plus ou moins administratifs, plus ou moins créatifs, qui mettent au milieu le fait que tout poste enlève, moi je dirais la féminité. Mais lui, dans son texte, il appelle femme ce que moi j'appelle homme, et il appelle homme ce que moi j'appelle femme. Donc, mais c'est pour ça, Denis il dit que ce sont des rôles, d'accord, et le rôle de femme là-dedans est pour moi ce que je dirais des hommes, et le rôle de homme est ce que je dirais des femmes. Donc je voulais dire par là que toutes ces choses, tous ces murs, tous ces identités fixes qu'on nomme pour dire allons-y, mettons-le au milieu, cet endroit où on pourrait dire j'ai été Dominique Fro qu'au moment où je fermerai les yeux. Ok, d'accord. Celui qui m'appelle Dominique Fro, avant le moment où je ferme les yeux, il y a des jours quand je suis en face de mes prunelles, je me dis celui-là, ça ne peut être qu'une personne qui va m'utiliser. Même s'il me donne du boulot, je vais lui dire merci parce qu'il me donne du boulot, mais n'empêche qu'on sera tous les deux en train de trahir. Voilà, c'était bien grand mot pour dire un truc qui fait pleurer, mais jusqu'au plafond, ou rire jusqu'au plafond, ou partir jusqu'à l'endroit où on ne part jamais. C'est-à-dire on est tous, on cherche du boulot, on n'en a plus, on en a, on rigole pas, on pleure pas. Et pendant ce temps, on est parti, on trace la muraille de Chine. On n'y est pas. On trace.